Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette salle à triomphe. Frédéric dans les journalistes pour vous servir. Je suis inféodé au débat vert ou plus ou moins vert de cette noble institution qu'est la SITL. Je vais garder le fauteuil à ma forme toute la matinée car après Lausanne, il y aura le fluvial et ensuite la présentation d'une entreprise innovante qui s'appelle Alloplast, vraiment innovante, portée par des tout jeunes, ce qui veut dire qui ont l'âge de mes enfants. Voilà, quand je parle avec une start-up, je vois que l'âge a avancé, que mes enfants ont grandi. Bon, enfin bref, ça je parle pour moi. Lausanne, ce matin, Lausanne, terme mystérieux qui n'a rien à voir avec ça aussi, c'est le rapport à l'âge qui n'a rien à voir avec ces bonbons aux réglisses que nous trouvions dans des petits sachets il y a 40 ans. Lausanne, le zéro artificialisation nette, un objectif fixé dans la loi climat et biodiversité, entre autres. Qui vise à réunir ce qu'on a priori ne peut pas réunir, c'est-à-dire continuer à construire du logement, réindustrialiser, faire de la France un hub logistique majeur, préserver les espaces naturels et préserver les terres agricoles, ce qui veut dire donc construire 2 fois moins, enfin artificialiser 2 fois moins d'ici 2030 et rien du tout d'ici 2050. La quadrature du cercle, on va voir ça, mais a priori on y arrive, vu que la logistique est partie prenante. On va voir ça avec, je le dis dans le désordre, David Taïeb. Vous êtes PDG de Castignac, pardon, et vous êtes l'homme qui rehausse les stades. Oui, entre autres. Si, comme je l'ai dit, comme Magneto dans un des épisodes de X-Men. Bon, enfin bref, ça aussi c'est encore un effet de mes enfants. C'est un film que j'ai vu dimanche soir. Diana Dizien, vous êtes la directrice déléguée d'Afilog. Ronan Sévette, vous êtes le directeur général de l'UNIM, l'Union nationale de l'industrie de la manutention. C'est bien l'industrie, pas les industriels. C'est l'industrie. Merci. Jean Bonnet, vous êtes urbaniste, mission planification de l'Institut Paris Région. Et on commencera par vous, Constance Maréchal de Roux, vous êtes directrice générale de France Logistique. J'ai plein de fiches dans les mains. Jonathan Seban, vous êtes directeur général de Sogaris. Jean Bonnet, Institut Paris Région. Vous avez travaillé beaucoup, vous travaillez beaucoup. Vous avez, il y a 2 ans, à l'Institut Paris Région, j'en étais, donc je peux en parler, lancer une série de débats sur la question du zéro artificialisation nette qui soulève beaucoup de questions. Alors déjà, l'artificialisation, c'est quoi? Selon ce que l'on mesure, on n'a pas les mêmes chiffres, entre 5,5 et 10% du territoire national. Mais si on ramène pour 100 000 habitants au nombre d'habitants, assez curieusement, la France est plus artificialisée que les Pays-Bas. En même temps, si on fait parler les chiffres d'une façon ou d'une autre, on dit un département artificialisé tous les 7 ans, ce qui justifie Lausanne. Mais si on tire bêtement la courbe jusqu'en haut, ça fait la France ne serait artificialisée totalement que dans 300 ans. Y a-t-il donc urgence? Oui, effectivement, il y a plein de façons. Déjà, bonjour à tout le monde. Et peut-être simplement représenter d'où je parle, puisque Oui. l'Institut Paris Région, c'est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Donc, c'est une association qui fournit des analyses techniques sur un certain nombre de sujets d'aménagement à toutes les collectivités d'Île-de-France qui sont partenaires. Notre premier financeur, c'est la région Île-de-France. On est impliqué notamment dans la planification de la région Île-de-France et dans son schéma directeur, son SDRIF, qui est actuellement en révision, donc qui donne en fait le grand cadrage réglementaire nécessaire aux schémas de cohérence territoriaux et aux plans locaux d'urbanisme, donc nécessaire pour ouvrir à l'urbanisation de nouvelles terres agricoles, naturelles ou forestières, mais plutôt agricoles. Donc moi, je vais plutôt évoquer effectivement le suivi de la consommation d'espace à l'aide de la donnée qu'on utilise en Île-de-France, puisqu'on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le mode d'occupation des sols, qui est une cartographie numérique de l'usage des sols qui est réalisée tous les 4 à 5 ans depuis 1982. Donc c'est à l'aide de cette donnée, nous, qu'on suit l'occupation des sols dans la région, qui nous donne effectivement un certain nombre de choses, qui nous dit par exemple qu'environ 25% de la région est urbanisée et qu'on est à 75% naturel, agricole, forestier et à 50% agricole, les terres agricoles étant les principales impactées par l'artificialisation. Et alors, pour continuer, ce qui est intéressant, donc simplement pour
Avant d'aborder la question de la logistique, où est-ce qu'on se place effectivement, puisque la loi climat-résilience a un objectif à l'échelle nationale de diviser par 2 la consommation d'espace dans les 10 prochaines années. En Île-de-France, on n'est pas tenu à cet objectif. On est libre de fixer la trajectoire de baisse de la consommation d'espace parce que la région Île-de-France est relativement sobre en consommation d'espace. On est responsable d'environ 3 à 5% de la consommation d'espace du pays, alors qu'on accueille 20% de la population, 30% du PIB. Donc on a une certaine performance dans le domaine. Donc là, on voit effectivement, c'est la répartition de pourquoi on a consommé de l'espace sur la dernière décennie dans la région. Donc on a environ 7 950 hectares sur 9 ans, 2012 à 2021. C'est intéressant parce que vous disiez un département tous les 10 ans ou 7 ans. Bon, bah là, c'est la surface de Paris intramuros hors bois en 10 ans également. Donc c'est quand même c'est peu au regard de ce qu'on artificialise. Pardon. C'est peu au regard de ce qu'on artificialise au niveau national, mais c'est quand même assez considérable en Île-de-France. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, la sobriété foncière de la région, elle cache plusieurs phénomènes. On est de plus en plus efficace sur la question du logement, avec notamment l'anticipation du Grand Paris Express. Donc finalement, on consomme, on densifie beaucoup, mais ça se fait aussi beaucoup au détriment de l'activité économique. Donc c'est ce qu'on voit finalement sur ce graphique. L'activité économique représente plus de consommation d'espace que le logement en Île-de-France, c'est une spécificité. Et surtout, c'est la petite courbe qu'on voit à côté de l'activité économique, c'est la part des activités économiques dans la consommation d'espace est très fortement croissante. Dont la logistique. Voilà, alors du coup, la logistique, on y vient. Donc on se concentre uniquement sur la consommation d'espace liée à la logistique, là sur les 2 derniers millésimes du mode d'occupation des sols, donc entre 2012-2017, 2017-2021. C'est la part qui est en bleu un peu vif là, qu'on voit. Donc la logistique, donc, ce qu'il faut retenir déjà, sur les 5 dernières années, sur les 4 dernières années, en Île-de-France, on a augmenté notre consommation d'espace alors que ça faisait 2 décennies qu'elle baissait. C'est dû à la reprise économique post-2008. Donc en fait, les années 2017, 2018, 2019, c'est vraiment les années de très forte création d'emplois en Île-de-France, très forte dynamique foncière également. Et la logistique n'a pas manqué à l'appel puisqu'en fait, les surfaces urbanisées par la logistique ont doublé en comparaison. Donc on était entre 2012-2017 et 2017-2021. Et donc la contribution de la logistique à la consommation d'espace dans la région, elle a augmenté de 50%, puisqu'en parallèle, on avait aussi d'autres postes qui augmentaient leur consommation d'espace. Et au final, si on associe donc aux entrepôts logistiques les espaces enherbés qui sont autour, les espaces de transport qui sont autour, les espaces d'entreposage à l'air libre autour des entrepôts, on arrive à entre 8 et 11% des extensions de la région Île-de-France qui sont liées à la logistique, ce qui nous fait plus que les équipements et l'habitat collectif réunis. Donc c'est un vrai sujet, un sujet croissant sur la consommation d'espace, mais qui, on peut le rappeler aussi, n'est pas non plus totalement détaché du fait qu'on optimise le foncier dans le cœur de métropole, qu'on expulse un certain nombre de fonctions économiques du cœur de métropole qui viennent se relocaliser parfois en périphérie. Donc, classique. Un voilà. schéma assez classique. Mais donc ça, et il y a une propension de la région Île-de-France à faire la logistique. Est-ce que c'est spécifique à l'Île-de-France ou est-ce que, quelle part la logistique a comme responsabilité dans l'artificialisation des sols en France en général? Est-ce qu'on peut faire une moyenne? Je n'ai pas de chiffres particuliers là-dessus. Je pense qu'il y a différentes sources. C'est assez difficile d'avoir une donnée un peu unifiée sur le thème, puisqu'en fait, la seule donnée à l'échelle nationale qui permet vraiment des comparaisons entre les régions, ce sont les fichiers fonciers. Et les fichiers fonciers ont une très faible précision sur ce qui est des déterminants de la consommation d'espace, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui a artificialisé. Donc on sait juste si c'est de l'activité économique ou de l'habitat. Ce qu'on sait, c'est que dans les autres régions françaises, c'est plutôt l'habitat qui consomme de l'espace. En Île-de-France, c'est plutôt les activités économiques, dont la logistique. Voilà. Votre voisine a des chiffres, elle nous en fera part tout à l'heure. Pour terminer cette carto, donc c'est essentiellement dans les arrondissements, dans les départements de la Grande Couronne, Seine-et-Marne et Essonne. Voilà, ce qu'on peut retenir un petit peu, c'est que la consommation d'espace liée à la logistique en Île-de-France, c'est vraiment cet arc Roissy, Meaux, Marne-la-Vallée, Sénart, donc l'est de la région.
et que, bon, c'est pas nouveau, hein, mais on a aussi dans la planification un objectif historique de rééquilibrage de la logistique vers l'ouest, avec notamment toute la dynamique axe Seine, l'ouverture vers le port du Havre, essayer de se reporter un petit peu plus sur le fluvial, le ferroviaire, la multimodalité pour décarboner les flux et éviter un petit peu d'avoir ces déplacements des entrepôts de l'Est vers l'Ouest qui viennent engorger aussi un petit peu la région. Donc des objectifs, on va dire, climatiques, des objectifs pour la qualité de vie, pour la qualité de l'air aussi en Île-de-France. Mais on n'observe pas du tout ça pour le moment. Peut-être que c'est quelque chose qui pourra changer par la suite avec l'ouverture du canal Seine-Nord-Europe. Mais pour le moment, en tout cas, on n'est pas sur des dynamiques de rééquilibrage dans la région non plus logistique. Oui. C'est intéressant ça. Tout est à l'est sur la banane bleue qui va de Lille à Anvers, Rotterdam, Lille, Lyon, Marseille. Tout est à l'est de Paris et effectivement, ça paraît difficile de tout déplacer vers l'ouest. Votre carte est assez parlante. Diana Dizien ou Constance Maréchal d'Heureux, la logistique, ça représente quoi dans l'artificialisation et comment on y répond? Alors, moi, j'ai un chiffre à vous proposer qui est issu d'une analyse de l'enquête Terruti-Luca. Et donc, observation par avion, hein, c'est ça? Comment? C'est observation par avion, Terruti-Luca. Oui, c'est ça. Et donc, on a calculé que la logistique représentait précisément 0,94% de l'artificialisation globale. Donc, c'est un chiffre qui a été aussi repris dans un rapport de France Stratégie versus 46% de l'artificialisation qui est liée au logement individuel et collectif. Donc, bon, on est moins de 1% Sachant à qu'il y a une grosse l'échelle marge nationale. d'erreur sur Terruti-Luca. C'est tout à fait possible, mais admettons que ce soit à 2%, même si on est à 100% d'erreur, ça vous montre en fait la part. Bon, certes, il y a un effet d'optique. Un bâtiment, dès qu'il s'implante, un bâtiment logistique, à quelques exceptions plus urbaines, on le voit dans le paysage. Mais on est quand même tout petit. Mais ce n'est pas parce qu'on est tout petit qu'on n'a pas un effort à faire pour accompagner justement cette volonté de sobriété foncière que nous, on a complètement intégrée à nos processus et à nos modes de production. Encore faut-il qu'on fasse sauter quelques verrous parce qu'on nous demande à la fois d'être économe en espace, sobre en foncier, et à la fois on nous pousse à surconsommer avec des réglementations qui ne sont pas du tout adaptées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, surconsommer? Comment la loi pourrait vous pousser à surconsommer? Alors, déjà, on nous pousse à surconsommer avec la réglementation des installations classées qui nous impose des distances aux limites de propriété qui sont relativement grandes et qui sont supérieures à ce qu'on pourrait avoir vraiment besoin. C'est-à-dire les limites entre deux entrepôts, hein? La barrière entre deux entrepôts et puis, en fait, la limite vis-à-vis de la parcelle d'à côté. C'est quoi, 12 mètres, c'est ça? On a ce 20 mètres en fait en tête, 20 mètres, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est donné par un logiciel qui s'appelle Flumilog et qui calcule les flux thermiques, c'est-à-dire si une cellule prend feu, jusqu'où tel ou tel flux thermique arrive. Mais en fait, les hypothèses de Flumilog sont très, très, très majorantes. Donc, on amène en fait l'entrepôt à se reculer beaucoup à la limite de propriété et donc à consommer énormément d'espace. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux un bon gros entrepôt géant plutôt qu'une multitude de petits. Ça c'est c'est encore autre chose, c'est qu'en plus des distances aux limites de propriété, on nous pousse, et certaines collectivités ont vraiment cet objectif-là, à ce qu'on ne fasse pas de grands entrepôts, parce que justement l'effet d'optique qu'on disait avant. Et du coup, ils préfèrent qu'on fasse 10 bâtiments de 10 000 m² plutôt qu'un gros bâtiment de 100 000. Or, que ce soit sur le plan environnemental ou économique, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un gros bâtiment, plus massificateur, moins consommateur d'espace, que plein de petits bâtiments. En fait, on nous demande exactement le contraire de ce qu'on demande aux gens du logement. Aux gens du logement, on leur demande de faire du collectif et surtout pas du pavillonnaire, voilà. Et nous, on nous demande de faire plutôt des petits bâtiments parce que les grands se voient trop. Oui, et puis en plus, c'est compliqué d'un point de vue réglementaire, je crois, mais corrigez-moi si je me trompe, de faire des bâtiments à étages. Oui, c'est compliqué. Pour utiliser les distants. C'est compliqué du point de vue des PLU qui sont souvent limités à 12 mètres. Mais ça, à la limite, bon, un PLU, ça se change, une hauteur, ça se change. Le fameux logiciel Flumilog ne sait calculer les flux correctement que jusqu'à 23 mètres. Et pour faire deux niveaux d'entrepôt, il faut quand même avoir 25-26 mètres. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il y a encore Bon, il y a du gisement foncier quand même, finalement, en réduisant, en faisant un entrepôt plutôt que 10. Enfin voilà, on gagne de la place. On a encore un réservoir pour construire des entrepôts logistiques. Tout à Finalement. fait. Et Il y a de la place façon, disponible. on va bien être obligé d'en construire un étage. Bon, pour finir de répondre, Pardon. on peut construire un étage, mais il faut savoir que on passe de coûts de construction d'à peu près, je sais pas, 450 € le mètre carré pour un bâtiment classique à 1600, 1800, 2000 € du mètre carré quand on passe à 2 niveaux. Et qu'en plus, il y a des contraintes d'exploitation dès qu'on monte un étage avec des poteaux qui ne sont pas super pratiques pour l'opérationnalité logistique. Mais quoi qu'il arrive, il va bien falloir qu'on trouve des mètres carrés pour accompagner la réindustrialisation de la France notamment. Donc nous, on a calculé qu'il fallait à peu près 20 millions de mètres carrés d'entrepôts, donc mètres carrés bâtis, pour les 10 ans à venir. Donc en moyenne, 2 millions par an, dont à peu près 500 000 en Île-de-France. Les autres répartitions, on est en train de les affiner. Sinon quoi en fait? Sinon, on continuera toujours à recevoir nos marchandises, ça il ne faut pas vous inquiéter, mais on les recevra de plus loin et plus cher. Ce qui fera des coûts de transport, des émissions de carbone, etc. Jean Bonnet, il y a un tel réservoir dans les espaces interstitiels. On perd de la place en multipliant les entrepôts plutôt qu'en faire un gros, lequel visuellement n'est pas toujours accepté socialement. Oui, bah alors c'est vrai que on observe très fort. Enfin, pour beaucoup d'activités économiques en général, on peut se poser la question de l'implantation, où au final on se retrouve avec des entrepôts ou d'autres types d'activités en milieu de parcelles, avec des espaces enherbés autour, qui sont certes gérés en éco-pâturage ou autres, mais qui amène à consommer plus de terres agricoles, grosso modo. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. En Ile-de-France, sur l'intégration paysagère de la logistique, on a une spécificité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'implantations en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, c'est relativement plat, donc c'est difficile aussi de monter. Donc c'est des choses qu'on ne peut que partager globalement. L'acceptabilité de la hauteur en milieu agricole, particulièrement quand il n'y a pas de relief, c'est compliqué, quoi. Vous réagissez quand vous voulez, vous prenez le micro quand vous voulez. À la Sogaris, comment on affronte le ZAN? Vous, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un souci. Vous êtes déjà dans l'économie de surface, dans le marché de la rareté du foncier. On est, alors déjà peut-être bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. On se l'était dit, hein, la logistique c'est un réseau de sites. Donc Sogaris, on est aujourd'hui un acteur spécialisé de la logistique urbaine. Donc effectivement, on va travailler sur des territoires qui sont déjà des territoires urbanisés, donc de fait déjà bâtis, donc déjà artificialisés. Et je dirais que pour le coup, on est de fait moins exposé aux ZAN, moins exposé à la problématique de la zéro artificialisation nette. Mais enfin, avant d'entrer spécifiquement dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on essaie de faire chez Sogaris, peut-être un élément de réaction par rapport à ce qui a été dit avant par Diana et notamment par Jean Bonnet, c'est que le vrai sujet, me semble-t-il, hein, pour le ZAN en matière de logistique, c'est de s'assurer notamment que le ZAN vise juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, on observe aujourd'hui un phénomène qui est là en réalité déjà depuis plusieurs années, hein, qui est un double phénomène, qui est celui du desserrement logistique, c'est-à-dire du fait que les entrepôts s'implantent de plus en plus loin des grandes agglomérations. Ce n'est pas un sujet qui est uniquement propre à l'Île-de-France, c'est en réalité un sujet qui concerne à peu près toutes les grandes agglomérations mondiales, depuis Boston jusqu'à Hong Kong. Et cette question du desserrement logistique, elle est liée à quoi? Elle est liée en réalité à une transformation assez radicale aujourd'hui de nos modes de vie et de nos modes de consommation. Les entrepôts n'ont pas grandi uniquement par le plaisir, ils ont grandi pourquoi? Parce que ce qui aujourd'hui demande beaucoup d'espace, et on le voit sur les derniers chiffres, la demande placée, elle a augmenté d'à peu près 15%, tirée année après année par la grande distribution, le e-commerce et désormais l'industrie et les grossistes. C'est quoi l'enjeu? C'est de disposer effectivement d'espaces qui sont les plus grands possibles pour avoir des références qui soient toujours plus importantes, pour répondre en fait à ce que sont nos nouvelles pratiques de consommation, qui sont avant tout des pratiques de consommation très très liées aujourd'hui aux standards que nous impose le e-commerce.
Et au fond, c'est cela que l'on observe. Donc, qu'on se dise qu'effectivement, il faut pouvoir réduire l'empreinte, je dirais, foncière des entrepôts, je pense qu'en principe, tout le monde est évidemment extrêmement pour, et nous les premiers. La vraie question, c'est est-ce que finalement le zéro artificialisation va permettre deux choses? D'abord, de transformer les modes de construction des entrepôts. Diana vient de l'évoquer à l'instant. La problématique, c'est de savoir notamment si on va savoir construire en hauteur. Mais attention, qui dit construire en hauteur, dit aussi à un moment donné injecter plus de béton, parce que lorsqu'on construit en hauteur, il faut pouvoir faire aussi monter les camions. Donc il faut aussi pouvoir s'assurer qu'on a finalement des bilans carbone qui soient au global meilleurs que si on avait construit, je dirais, tout à plat, et donc consommer des terres agricoles. Il faut qu'on puisse documenter ce point. C'est extrêmement important et il faut vraiment s'assurer que le ZAN aujourd'hui va nous conduire à cet élément-là. Le deuxième élément, j'y viens, c'est est-ce qu'on va réussir ainsi à contrecarrer le desserrement logistique? Donc il y a aujourd'hui une tendance qui est forte, qui est celle du retour des entrepôts en ville, mais qui là encore est permise, je dirais, par l'évolution des pratiques et des modes de consommation qui sont les nôtres, parce que finalement le retour des entrepôts en ville, c'est aussi l'accessibilité à des produits dans des conditions qui sont des conditions, je dirais, plus optimales, avec cette problématique aujourd'hui de la livraison finalement, qui n'est plus simplement qu'un acte marginal de la distribution, mais qui est aussi un acte de service. Et de fait, le retour des entrepôts en ville obéit à cette logique-là. Donc est-ce que le ZAN va finalement aussi accélérer la tendance qui est celle du retour des entrepôts au cœur de la ville? À mon sens, c'est vraiment la question à laquelle on doit pouvoir répondre. Sauf qu'il y a un prix du foncier qui est exorbitant en ville. Sauf qu'il y a un prix du foncier qui est effectivement extrêmement cher. Néanmoins, qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui en France? On observe une augmentation des loyers qui donc autorise aussi des investissements qui peuvent être plus importants. Cette augmentation des loyers, elle est aujourd'hui propre à la France, mais quand on y regarde bien à l'échelle européenne, on se rend compte qu'on est plutôt finalement bas en matière de loyer, donc on tend à converger avec ce qui peut se faire en Allemagne ou par exemple en Grande-Bretagne. Donc on peut peut-être être, je dirais, porteur d'espoir en la matière. La vraie difficulté aujourd'hui, j'en finis sur les considérations macroéconomiques, c'est quoi? C'est qu'on est finalement dans un environnement économique délicat du strict point de vue de l'immobilier. On se rend compte que l'immobilier logistique vient attirer énormément d'investisseurs et qu'au fond, cette augmentation des loyers, elle bénéficie surtout aujourd'hui à la compression des taux de rendement plutôt qu'aux capacités d'investir davantage dans des nouveaux types d'entrepôts. Et je pense que c'est aussi là où, à un moment donné, il faut se dire que le ZAN, en principe, c'est très très bien. Le vrai sujet, c'est comment on l'accompagne d'un ensemble de mesures, que ce soit des mesures coercitives, réglementaires ou des mesures d'accompagnement telles que Afilog a pu le faire en signant cette fameuse charte. Je pense que Diana va y revenir en juillet dernier, pour faire en sorte, et j'en finis là-dessus, que le ZAN vise juste. Et donc, juste pour effectivement dire deux mots sur ce que nous faisons chez Sogaris, c'est que on a travaillé et on travaille encore aujourd'hui précisément à la réimplantation de ces entrepôts en ville. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que c'est possible à des conditions économiques qui sont totalement rationnelles et justes, et c'est possible aussi parce que ça apporte au fond une vraie valeur ajoutée à la ville, aux habitants et aux professionnels qui viennent occuper ces entrepôts. On l'a démontré notamment en développant un bâtiment quelque peu iconique aujourd'hui, qui est ce fameux hôtel logistique de Chapelle Internationale dans le 18e arrondissement. On a 30 000 m² de logistique urbaine, entouré d'à peu près 15 000 m² de programmation urbaine diverses et variées. Et à des échelles qui sont des échelles plus petites, on a développé par exemple 1000 m² sous le boulevard périphérique à la porte de Pantin. Mais j'insiste sur un point pour ne pas être démagogique. Ces bâtiments-là, ils fonctionnent bien en réseau avec des plateformes qui, elles, vont être situées, alors certes à l'intérieur de la 86, donc on a moins cette problématique de l'artificialisation. Mais je pense par exemple à la plateforme de Rungis, qui est mitoyenne du marché d'intérêt national, mais qui de fait joue un rôle central aujourd'hui dans l'ensemble de la chaîne logistique qui vient animer l'écosystème francilien. Merci, on reviendra sur le projet Grenier-Saint-Lazare. Ensuite, Diana Dizien, c'est 2% la vacance commerciale sur les entrepôts logistiques. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin. Sur les entrepôts prime, donc sur les entrepôts modernes, enfin, c'est la vacance au global, elle est plus autour de 4% en national, avec de très, très grandes disparités. Donc en région lyonnaise, c'est même un peu en dessous des 2%. Un marché fluide, il doit être un taux de vacance de 5 à 7%. Donc on voit bien qu'on est en pénurie, donc là, qui est déjà là. La pénurie n'est pas devant nous, elle n'est pas à 3 ans, elle n'est pas à 5 ans, elle est là, on est en plein dedans, d'où augmentation des loyers. Et augmentation des loyers, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, parce que certains pourront l'absorber. Il y a des grands distributeurs, des grands acteurs du e-commerce qui pourront payer 30% de plus, pas de problème. C'est peut-être un peu moins vrai pour d'autres types d'acteurs, pour des PME, pour des ETI,
qui vont de toute façon devoir répercuter cette hausse-là et qui peut-être ne le pourront pas. Alors, je continue la table ronde. Il y a un gisement, on l'a vu, sur les espaces interstitiels potentiels entre les entrepôts. Il y a un gisement avec les friches. Il y a un gisement avec le foncier sur les ports au Nansevette. Et là, vous avez des choses à dire. Il y a du foncier disponible qui devrait l'être si, et là, on retrouve des considérations réglementaires complexes. Et bonjour à tous, merci. Je représente l'UNIM, c'est l'Union nationale des industries de la manutention. Alors, comme le disait avec Constance tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fous là? Pas gentil, hein. Je représente les opérateurs privés de manutention portuaire, donc les entreprises qui chargent et déchargent les navires de commerce dans les ports de France. Alors je ne suis pas là pour faire la promotion des ports, je ne vais pas parler en leur nom, mais simplement quand on avait discuté ensemble, Frédéric, on a convenu qu'il y avait un certain nombre de sujets que l'on porte qui sont en cohérence avec cette problématique ZAN. En effet, il y a du foncier disponible. En effet, il y a une demande. Diana le détaillait tout à l'heure. On a une croissance de la demande qui a commencé il y a bien des années et toutes les projections nous amènent à penser que ça va se poursuivre. Ça nous a amené au phénomène de massification et ensuite une demande de plus en plus importante de qualité aussi du transport et de diminution de l'empreinte carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un réel besoin à proximité effectivement de nos bassins de consommation. Aujourd'hui, on a dans les ports, pas tous, certains, du foncier disponible. Nous travaillons avec le MEDEF sur certains dossiers et l'ensemble des MEDEF territoriaux de l'axe Seine se sont réunis à la suite de la création d'Aropa, notre voisin, qui est une merveilleuse idée effectivement de travailler en synergie sur des corridors, considérant que la chaîne logistique est globale et il ne s'agit pas de la tronçonner et de traiter les problématiques différemment. On a sur un axe comme l'axe Seine des problématiques administratives, par exemple de douane. Alors ça c'est juste une aparté, mais on a un traitement qui n'est pas fluide puisqu'il y a 20 guichets différents sur un seul axe, donc il y a énormément de verrous à faire sauter. Et en termes de domanialité publique, on a du foncier, mais le cadre est extrêmement rigide. Alors comme on le disait aussi avec Constance tout à l'heure, ce serait bien triste que pendant des années, ou dans quelques années, à cause de cette pénurie de foncier disponible par ailleurs, eh bien on soit contraint à accepter les conditions qui sont imposées sur les zones portuaires. Aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont liées au temps. La rigidité, effectivement, de la réglementation nous impose d'avoir des appels d'offres qui, derrière, sont extrêmement contraints en termes de coûts et en termes de temps qui sont contradictoires avec la capacité d'investissement des entreprises. J'ai par exemple des propositions qui sont faites, des offres qui sont proposées sur certaines places portuaires où on a des délais à peu près de 5 ans. Donc on a une garantie de disposer des terres pendant 5 ans. Et après et après, eh bien, il y aura un nouvel appel à manifestation d'intérêt et le meilleur pourra effectivement l'obtenir. Donc quel investisseur va être en capacité de venir dépenser et investir des millions d'euros pour des installations logistiques alors que non seulement le prix du marché le prix qui est proposé est 2 fois le prix du marché et en plus on n'a absolument aucune certitude de pouvoir maîtriser son foncier sur des années cohérentes avec l'investissement. Donc c'est un travail de fond qu'il s'agit de réaliser. Pardonnez-moi, ce foncier il est vraiment utilisable ou le sol est tellement pollué que de toute façon on pourrait rien mettre dessus? Non, le foncier est totalement utilisable. On a des zones portuaires, je parle là pour la zone de Nantes-Montoire, où on a d'ores et déjà des industriels de la logistique qui se sont implantés et qui sont parfaitement satisfaits, en tout cas qui sont capables de vivre sous cette contrainte. Mais on a aussi d'autres qui, malheureusement, ont décidé d'installer des hubs et, il y a quelques années, y développer de l'industrie et des entrepôts logistiques. Et à la fin du délai de leur autorisation d'occupation temporaire, on leur indique que les conditions ont changé. Et c'est fini? Ça n'est pas fini, par contre, ça va coûter 2,5 fois plus cher. Ah oui, donc c'est fini. Bah, c'est compliqué quand on a investi des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros, effectivement. Donc c'est une contrainte qui est difficilement acceptable. Michelin, il y a des années, si on lui avait dit je veux bien que tu implantes ton industrie, mais par contre, je te garantis qu'au bout de 30 ans, a priori, il y aura peut-être Dunlop qui va prendre ta place. Je ne pense pas qu'il aurait développé autant qu'il a développé à Clermont-Ferrand. Donc je pense que c'est vraiment, c'est un sujet de fond qu'il s'agit de traiter aujourd'hui. Mais ça représente quelle surface de foncier disponible qui ne l'est pas?
Le MEDEF, sur l'axe Seine, a mesuré à peu près 14 000 hectares qui sont disponibles aujourd'hui. Et cet exercice, on peut le réaliser sur l'ensemble des façades portuaires. On a des ports, on a l'avantage d'avoir un chapelet de ports nationaux, de ports régionaux, départementaux, tout au long de nos façades maritimes, qui sont autant de portes d'entrée, effectivement, et de proximité du marché pour pouvoir développer nos activités. Mais pour le développer, il faudrait réformer le régime de la domanialité publique, c'est ça? Absolument. Oui, mais là, ça va chercher loin quand même, d'un point de vue réglementaire. Ça va chercher assez loin. On a toute réforme dans ce domaine. On parlait aussi des ports francs. C'est à notre sens un vrai sujet aujourd'hui. Les Anglais, depuis le Brexit, développent ce dispositif et viennent voir les industriels qui sont déjà implantés sur le territoire français pour leur proposer effectivement des conditions extrêmement attrayantes. Et certains industriels se posent d'ores et déjà la question. Ce cadre a été étudié en France, puisqu'on a quand même soulevé le problème en se disant qu'il faut qu'au niveau français et européen, on traite cette affaire avec sérieux. L'administration dictée par les ministères des Transports et de Bercy ont produit un travail d'analyse et d'étude. Et pour la première fois depuis des décennies, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc la DGITM, quant à elle, effectivement, estimait que c'était un sujet intéressant et qui méritait d'être traité, et Bercy pense qu'il n'y a pas de sujet. Et donc, on voit bien que là, déjà en interne, ça va être très difficile. Il nous faut une volonté politique, effectivement, de vouloir réformer ce cadre, que ce soit bien sûr pour cette histoire de port franc ou pour la domanialité publique portuaire et domanialité publique au sens large. Jonathan Seban, vous ne voulez pas vous implanter sur les ports, hein. Vous avez compris que c'était compliqué. Hein. Restez derrière la 86. Ouais, la vie est déjà assez compliquée comme ça, je suis d'accord avec vous. Non, après, quand même, la problématique des ports pose la problématique de l'intermodalité. Et la question de l'intermodalité en matière de logistique urbaine, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, et ça a été dit avant moi, c'est aujourd'hui un enjeu essentiel. On sait que si on regarde finalement les problématiques énergétiques et carbone de la logistique, on se rend compte qu'une bonne partie se loge évidemment dans l'exploitation des bâtiments et dans leur conception. Mais je dirais que c'est un rapport quasiment de 1 à 10. Hein. Une autre partie se loge évidemment dans la mobilité des biens. Et la logistique, pour le coup, je dirais de cœur d'agglomération, hein, celle qui concentre les enjeux de distribution vers les villes, c'est une logistique qui, à plus de 99%, est aujourd'hui route. Donc la question est de savoir si on sait pouvoir porter la multimodalité. La multimodalité ferrée, c'est évidemment un enjeu, mais c'est sans doute un enjeu plutôt de moyen, voire de long terme, parce qu'aujourd'hui, un endroit comme l'Île-de-France, par exemple, est de fait saturé en termes d'utilisation du réseau ferroviaire. N'y revenons pas. Et à l'inverse, je dirais que la problématique d'une multimodalité fluviale a davantage peut-être d'opportunités de court terme. On voit qu'elle se développe auprès notamment d'un certain nombre de grands acteurs. Sauf que pour pouvoir réussir à accoster sur des sites qui sont des sites urbains et connectés au fleuve à Paris ou dans les cœurs de ville, de fait, il faut partir d'endroits qui sont des endroits bien dédiés. Et oui, la problématique des ports est un enjeu essentiel. Nous-mêmes, d'ailleurs, on porte un certain nombre de projets avec Aroba Port de Paris. Et on en parlera, merci de m'avoir tendu la perche sur le débat, juste après à 11h15. Comme je maîtrise le temps, vous inquiétez pas, vous aurez le temps de poser des questions. Constance Maréchal d'Heureux, il y a un gisement, il y a celui des ports, on va voir celui des stades avec vous, Monsieur Taïeb, il y a celui des friches. Où est-ce qu'on trouve, question plus globale, du mètre carré de l'hectare encore en France pour continuer à artificialiser sans artificialiser? Alors, je vais peut-être repartir de la question un peu plus en amont. C'est aujourd'hui, on trouve difficilement. On a trouvé parce que les acteurs de l'immobilier logistique développent des actes qui ont été déterminés souvent il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Mais ça devient de plus en plus difficile de trouver justement du foncier pour construire. Alors peut-être aussi un tout petit rappel. Alors ça a été déjà plus ou moins dit par les uns et par les autres, mais si on cherche à construire des mètres carrés, où que soit leur localisation, que ce soit sur des friches ou malheureusement parfois sur des terres agricoles, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'on a besoin de ces mètres carrés pour stocker des mètres cubes. Parce que la population augmente, donc globalement le nombre la quantité de produits qui sont mangés, la quantité d'habits, etc. augmente à minima en proportion de la population. On veut réindustrialiser la France. Quand on réindustrialise, ça veut dire que non seulement on distribue les produits finis, mais il faut aussi gérer tous les stocks des matières premières. Donc toutes ces évolutions de notre économie et de notre pays vont conduire à un besoin
c'est de stocker beaucoup plus de mètres cubes, ce qui conduit aux 20 millions de mètres carrés en plus de besoins. Et ça, c'est simplement pour répondre aux besoins de notre population, de nos entreprises. Et on voit qu'il est déjà très difficile d'implanter depuis quelques années des entrepôts. Ça ne va pas forcément en s'améliorant à cause du ZAN. Et donc, il faut qu'on trouve ensemble les solutions. Je n'ai pas la solution miracle, j'ai plutôt une proposition sur la méthode pour trouver ces mètres carrés. C'est de travailler ensemble, acteurs publics et acteurs privés. Les acteurs privés, c'est eux qui peuvent exprimer les besoins, qui vont construire. Le foncier, il est quand même globalement dans le main des acteurs publics. Alors, très très public quand c'est carrément des terrains publics comme les ports, mais même quand on est sur des terrains privés, ce sont les élus via les PLU qui peuvent autoriser ou non l'utilisation de ces terrains. Et comme le disait aussi très bien Jonathan, il faut avoir une réflexion globale. Certes, il y a des stocks, mais ce qui compte, ce n'est pas simplement de diminuer l'empreinte carbone des stocks en eux-mêmes, qui est effectivement minime, c'est de trouver la bonne localisation des stocks qui permettent de réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne et très largement des flux. Et pour ça, il faut dire avoir une bonne carto, savoir précisément quel est l'usage des sols. C'est encore problématique en France. Mais ça veut dire aussi quoi? Une planification? Mais à quelle échelle? C'est un gros mot. C'était un gros mot, la planification. C'était un gros mot et justement, ça l'est de moins en moins et ça l'est même tellement peu que dans le livre blanc que France Logistique, avec l'ensemble des acteurs, a produit pour l'élection présidentielle. Donc, nous, on représente les acteurs privés. Et c'est les acteurs privés qui mettent une proposition sur la table de planification du territoire. On demande aux acteurs publics de planifier ensemble le territoire logistique pour déterminer ensemble les meilleurs endroits où installer les entrepôts. Alors, le niveau national doit donner l'impulsion de cette planification qui a déjà en partie été faite avec la loi climat en demandant aux régions d'intégrer les enjeux logistiques dans les outils régionaux et dans les outils locaux. Et donc, le niveau national a donné cette impulsion et maintenant, il faut le faire concrètement. C'est en train de commencer au niveau des régions avec les conférences régionales de la logistique où chaque région met les acteurs de la région, les acteurs publics, les acteurs privés pour donner une première grande cartographie à l'échelle régionale qui après il faut décliner parce qu'à l'échelle régionale on ne va pas jusqu'au niveau de la parcelle précise. Donc après il faut le décliner au niveau effectivement des communautés de communes dans leur PLU. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à certains acteurs locaux, alors l'Île-de-France est plutôt en avance sur ce sujet-là, c'est qu'ils ont besoin de nous, parce qu'ils veulent que leurs entreprises soient approvisionnées, ils veulent que leur population puisse manger, et qu'il ne faut pas simplement dire on ne veut pas d'entrepôt, parce que ça va marcher, mais il y aura plus de flux. C'est vraiment les stock-flux qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que s'ils ne veulent pas les stocks, ils auront plus de flux. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de porter, et ça va se développer dans les années prochaines, mais effectivement, la seule solution qu'on voit, c'est qu'il faut planifier ensemble, public et privé. Et c'est parfois un peu étonnant que ce soit le privé qui parle de planification. Oui, c'est un peu une révolution mentale, mais cela dit, on parle réindustrialisation après avoir contribué à chasser l'industrie de la France dans les années 90 par pure idéologie, si on remonte l'histoire. Souvenez-vous du débat qu'on a eu à la ICTL 21 en septembre avec Nadine Levrato. Bref, il y a des espaces disponibles en tout cas, et notamment les stades. David Taillet, moi vous m'avez stupéfait, moi j'adore ce que vous faites, moi ça me fait rêver. Soulever un stade, moi je pensais que c'était pas possible, et vous le faites. Je crois qu'il faut peut-être le passer le film. Alors, entre autres, bonjour. Castignac, c'est vous aussi qui avez repris un petit sujet de discussion un peu tendu l'an dernier que j'avais eu avec le président de la région Hauts-de-France sur la réutilisation de la base d'Épinois à côté de chez mon père. C'est vous, en fait, c'est vous le fautif. C'est moi le fautif, mais ça fait plus de 20 ans que je suis fautif à récupérer toutes les... Mettez bien le micro sur le menton. Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis fautif, puisque si vous voulez, depuis 20 ans, je réhabilite des sites armés ou industriels pour les rendre des sites logistiques ou logistiques urbaines. Donc si vous voulez, vous avez parlé de la BA103, on a repris 320 hectares et on a construit un permis de 550 000 m² de logistique. Et ça, c'est pour la partie, si vous voulez, base militaire. Mais on a repris aussi des anciennes industries comme Airbus, Eurocopter à La Courneuve, où on avait 80 000 m² d'anciennes usines de pales et d'hélicoptères. On a remodifié en data center. Donc si vous voulez, on connaît bien le principe de... C'est-à-dire que vous achetez tout, vous refaites tout et ensuite vous louez? Alors, le principe est le suivant, c'est que je prends d'abord le site, on démolit, on désamiante, on dépollue et on le remet, si vous voulez, dans l'urbanisation propre. Et donc, si vous voulez, c'est la partie la plus compliquée. Je vous donne un exemple. On a racheté le site de Goodyear où ça fait couler tant d'encre dans les journaux et on a
c'était une ancienne usine de pneus, donc vous imaginez un petit peu le côté Zola de l'usine. Aujourd'hui, on va reconstruire 82 000 m² d'entrepôt, BREEAM excellente, c'est-à-dire au niveau environnemental la meilleure note. Et si vous voulez, on a démoli, désamianté, ça a mis 1 an et demi, voire 2 ans à tout faire pour arriver à ce but. Mais si vous voulez, ça fait notre vocation depuis 20 ans, on fait ça. Alors après, et maintenant les stades donc. Une fois qu'on a fait la logistique, la grande logistique, on a besoin de la logistique urbaine. Et on est arrivé à un stade où on n'arrive pas à trouver de foncier pour plusieurs raisons. Pour compléter un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un sujet, c'est que sur l'emprise des sols de la logistique, on peut faire que 40% par rapport à une emprise de sol. Et en plus 40% sur un sol carré ou rectangulaire. Si vous avez un terrain qui est un peu complexe, c'est plus compliqué pour la logistique que pour du logement. Donc déjà, vous avez 40% versus le logement qui est 70% d'emprise au sol. Donc déjà, on a un décalage par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. De plus, on a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas faire comme le logement R+5, R+6. Donc notre prix est divisé par 6 par rapport à un prix de logement. Donc tous ces éléments font que la logistique urbaine est très chère et très complexe et on a du mal à trouver par rapport à nos concurrents dans le logement ou dans le bureau. Donc de là est venue une idée à réhabiliter des sites qui ne sont peu ou mal utilisés en zone urbaine. Et ce qu'on a pu trouver, c'était justement le stade. Donc ce que vous voyez dans le film, c'est un stade qui est utilisé très peu pratiquement parce que si vous voulez, ça demande de l'entretien les stades. Et malheureusement, les villes aujourd'hui ont de moins en moins de budget pour l'entretien. Et donc on rend une zone de coût pour la ville à une zone de profit, puisqu'on remet de l'activité, de l'emploi, des taxes foncières et toutes taxes que paye l'entreprise, mais surtout on remet de l'activité et de l'emploi. Et donc en plus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'un stade est un format assez standard, si vous voulez, à peu près 7500 m², ce qui nous permet de faire un produit assez optimisé au niveau de la logistique urbaine. Et c'est de la logistique urbaine propre, parce que tout est en électrique, en livraison électrique ou hydrogène. Et en plus, ça permet de relancer certains centres-villes, puisqu'on permet de faire un petit stockage froid pour tous les commerçants proches, dans les zones piétonnes ou autres, où les gens peuvent passer en drive, récupérer leurs achats. C'est-à-dire vous profitez des espaces qui ne sont pas utilisés, vous en créez de nouveaux, vous rehaussez comme je dis, vous faites quoi? Des espaces peu utilisés. Souvent, dans une grande ville, il y a plusieurs stades. Vous avez toujours un stade assez bien utilisé et vous avez toujours un stade qui est un peu à l'écart, qui est mal desservi, qui est mal positionné. Dans quelle ville? Comment? Par exemple, dans quelle ville? Regardez le stade que vous voyez ici. Si vous voyez la photo au départ, c'est la photo du stade qui était là. Où ça? Ça, c'est à Drancy. Mais on a pareil dans beaucoup de villes. Je peux vous montrer des stades à Marseille où, par exemple, un truc tout bête, il y a un vent énorme, c'est face à la mer, et il y a énormément de vent, c'est impossible de jouer. Donc ils ont fait un stade, donc personne ne joue, donc il n'y a plus rien. Et donc ce qu'on va faire, c'est peut-être faire, si vous voulez, une casquette en photovoltaïque qui permet de protéger du vent et remettre le stade et faire en dessous une base logistique urbaine aussi. Donc c'est pour vous dire qu'on essaie de trouver des solutions avec des problématiques. Ce n'est pas le plus simple, mais au moins on essaie de faire nos efforts pour que l'utile et l'agréable. Jusqu'à présent, alors comment ça se passe? Vous devez convaincre les communes, maintenant les communes vous appellent? C'est là où c'est le plus complexe, parce que si vous voulez, la loi ne nous aide pas toujours. Il y a d'abord le problème du PLU. Il faut changer le PLU, parce que quand vous avez un stade, ce n'est pas une zone, si vous voulez, logistique ou une zone d'activité. Donc il faut changer le PLU ou faire accepter le changement de PLU. Ensuite, vous avez le principe que c'est un terrain communal, donc c'est propriété de l'État. Donc il faut trouver une solution, selon la loi MOP, pour pouvoir un appel d'offres ou un appel à projet sur ce projet-là. Et après, il faut faire, ce que nous faisons, c'est de racheter les sous-sols. Et donc, c'est un peu plus complexe aussi. Donc, c'est beaucoup d'écueils, si vous voulez, de point de vue légal. Mais bon, on arrive à trouver des solutions. Notre vocation est de le faire. Donc, on a pris 10 ans pour la base militaire. On a pris quelques années, on est patient, mais parce que notre volonté est ferme. Et une fois qu'on a trouvé des solutions sur les premiers stades, le reste suivra. Ce que vous promettez aux communes, c'est de faire de leurs stades qui sont des centres de coûts, des centres de profit, quoi. Exactement. Potentiellement. Centre de profit, centre d'activité, parce que l'emploi est aussi important. Et aujourd'hui, dans la logistique, c'est plus la logistique d'il y a des années où on pousse seulement des palettes ou des cartons. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de métiers dans la logistique. Il y a de l'informatique, il y a des préparations de commandes, il y a énormément de métiers. Et si vous voulez, il y a toutes sortes de catégories sociales.
Et comment réagissent les gens? Parce que dans un stade, on voit ou on ne voit pas des footballeurs, des athlètes passer. Là, c'est des camionnettes et des camions. Ce n'est pas forcément socialement accepté. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, c'est le stade qui n'est pas utilisé en général. On ne prend pas le stade le plus utilisé. On ne prend pas le stade du club de foot local. Celui-là, il est utilisé le plus souvent. Mais en plus, si vous voulez, je ne vous ai pas dit, mais en plus du fait que, si vous voulez, on a, par exemple, sur Paris ou sur les grandes capitales, on a une urbanisation de type haussmannienne. On ne peut pas faire de livraison par drone. Donc, dans le futur, grâce à ça, on pourra faire des livraisons par drone, car à 6 h du matin, il y a très peu de gens qui jouent au football, si vous êtes d'accord. Par contre, on peut faire des livraisons par drone qui ne font pas de bruit en drone électrique et qui peuvent livrer en centre-ville des choses urgentes, type médicales, poche de sang et autres. Ça peut être livré en drone. Donc, toutes sortes de choses innovantes que nous pouvons faire et on aime beaucoup l'innovation. Bon, vous n'allez pas réaménager Charles-Étienne, Parc des Princes, le Stade de France pour Sogaris. Voilà, exactement. Ceux-là, on les laisse tranquilles, ils sont bien et on va continuer à les laisser tranquilles. Par contre, il y a beaucoup de stades, j'ai fait l'étude, on a 42 villes où il y a à peu près 120 stades où on pourrait les réhabiliter. Peut-être pas 120, mais il y a au moins 60 faciles qu'on peut réhabiliter. Si vous regardez le film, le stade, la photo du stade au début, vous imaginez un peu ce que c'est un stade. Il n'est pas utilisé, tout a été dévasté, les trucs de gardien de but ne sont plus là. Bref, il n'est pas utilisé et souvent, c'est des zones un peu de non-droit après. Jonathan Seban, ça vous inspire? Vous n'y avez pas pensé au stade, hein? Ouais, je trouve ça absolument génial, je découvre. Je trouve que c'est une super idée. C'est vrai qu'un sujet pour réimplanter la logistique en ville, c'est de trouver des endroits où il y a des gisements de valeur, en fait, mais des gisements de valeur urbaine au sens très large du terme. Donc, effectivement, retrouver des endroits peut-être peu utilisés ou délaissés, c'est ce que nous-mêmes on a essayé de faire, par exemple sous le boulevard périphérique, je l'évoquais tout à l'heure, où vous m'invitiez à en parler, le projet du Grenier Saint-Lazare, qui est un parking, hein. Un parking pour le coup qui lui est déjà existant, mais qui est non utilisé. Il est au cœur de Paris, c'était un ancien parking automatisé, totalement automatisé. Mais qui en réalité a vécu avec notamment l'évolution des gabarits des voitures. Et que dans le cadre d'un appel à projet porté par la ville de Paris, Sogaris s'est porté candidat pour justement pouvoir le transformer et en faire un espace dédié à une logistique urbaine, alors un peu particulière, hein, on ne l'a pas évoqué, mais quand on dit logistique, en réalité, il y a plein de réalités différentes, il y a une segmentation du marché qui est absolument folle. Et en matière de logistique urbaine, c'est peut-être encore plus le cas. Et au fond, pour un même type de bâtiment, vous avez différents usages, vous avez différentes organisations spatiales et fonctionnelles qui peuvent y répondre. Et sur ce site du Grenier Saint-Lazare, un vrai enjeu pour nous, c'est d'essayer d'adresser un sujet mal connu, mal perçu, qui est celui de la logistique de proximité. Il faut se rendre compte qu'une bonne partie des flux, qui sont des flux de nuisance pour la qualité de vie, sont des flux locaux. Qui sait par exemple que le premier site de stockage des artisans à Paris, c'est en général leurs camionnettes qu'ils laissent stationner sur des places de livraison toute la journée, mais parce qu'en fait ils n'ont pas la possibilité de faire différemment. Bref, en tout cas, ce site du Grenier Saint-Lazare, il a cette vocation, c'est-à-dire pouvoir à un moment donné adresser une offre de proximité. Ce sera éventuellement des artisans, ce sera aussi des commerçants de quartier, on a déjà le lien avec certains d'entre eux. On est aujourd'hui en chantier, le projet sortira, le chantier sera terminé plutôt en septembre. Et donc tout le travail aujourd'hui, c'est de démontrer qu'une autre logistique urbaine est possible, et notamment de pouvoir permettre autant que possible l'appropriation de ce type de fonction finalement assez neuve, aujourd'hui dans son retour à la ville, pour aussi, la populariser, la démocratiser et en favoriser l'acceptation. Et j'espère en tout cas la compréhension des grands enjeux tels qu'ils ont été évoqués jusqu'à présent. Mesdames, Messieurs, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Là, je ne parle plus, je me tais pendant un quart d'heure et j'attends vos questions. J'attends que le premier bras se lève. Si. Sinon, je désigne des volontaires. Parce qu'il y a des têtes que je connais. Voilà, et c'est à ce moment-là que les têtes se baissent vers les pieds. Constance Maréchal d'Heureux, je reviens à ma question sur les... Ah, pardon. Le micro arrive. Je ne vous avais pas vu. Merci de vous présenter. Bonjour. Le micro sur le menton. Marc Sandrin, jeune retraité, ancien ingénieur de logistique publique. Juste un mot qui n'a pas été évoqué, c'est la desserte ferroviaire. En quoi, aujourd'hui, les nouveaux grands centres logistiques peuvent être ou seront en branchée fer?
Branché fer, voire Boraquet, voire les deux, mesdames, messieurs. Constance Maréchal d'Heureux. Je pense qu'il y a plusieurs éléments dans la question. Évidemment, si les entrepôts ne sont pas en branché fer ou pas en branché fleuve, c'est difficile d'utiliser ces modes massifiés. Et il y a une première difficulté, alors qu'on voit surtout en ce moment sur le fleuve, c'est justement la disponibilité de terrain en branché. En particulier quand on parle de logistique urbaine, mais pas que, un bateau, ça part d'un point A et d'un point B. Et il faut que aussi bien au point A on puisse charger qu'au point B on puisse décharger. Et pour charger et décharger, il faut des outils de manutention, mais il faut aussi un quai où on stocke un petit peu, ou au moins un petit espace tampon. Et c'est vrai que par exemple dans les villes, pour faire de la logistique urbaine fluviale, il faut accepter que sur les quais, dans les villes, on n'ait pas que des espaces très sympathiques pour se promener le week-end avec ses enfants, mais qu'il y ait aussi qu'on accepte, qu'on donne un peu d'usage logistique aux quais en centre-ville. Donc il faut déjà la disponibilité des fonciers embranchés. Et pour ça, par exemple sur les sujets ferroviaires, il y a sûrement des gisements non utilisés dans des terrains de SNCF Immobilier ou d'industries qui étaient historiquement embranchées fer, d'industries qui ne vont peut-être pas toujours très bien, qui n'utilisent pas tout leur terrain. Donc il y a un premier levier qui est d'aller identifier et d'aller réserver des fonciers qui permettent cette logistique multimodale qui aujourd'hui sont peut-être pas assez utilisés. Après, pour être peut-être un tout petit peu moins positive, il faut aussi savoir que la logistique ferroviaire ou fluviale, elle est adaptée à certains flux, mais pas forcément à tous les flux. Comme l'a très bien dit Jonathan, par exemple, sur la logistique ferroviaire, on a aujourd'hui une grande difficulté qui est liée à la qualité de service et à la capacité de passer des trains, qui est que les trains de fret passent sur les mêmes rails globalement que les trains de voyageurs et qu'il y a certains endroits de la France, notamment les agglomérations, qui sont saturés déjà de trains de voyageurs et donc on peut tout simplement pas passer des trains de fer. Donc c'est pas, voilà, même une fois qu'on a des entrepôts embranchés, c'est pas parce qu'ils sont le long du fer qu'ils utilisent le fer. Et je crois qu'il y a certains chiffres, il y a une grande partie des entrepôts qui sont embranchés qui malheureusement n'utilisent pas le fer parce qu'après, on n'arrive pas à faire passer un train. Et ce qu'il faut aussi savoir sur la logistique ferroviaire, c'est que, et la logistique multimodale dans son ensemble, c'est qu'il y a de la rupture de charge, donc ça rajoute des coûts, et qu'elle est d'autant plus rentable quand on est sur des distances importantes et sur des flux massifiés, des flux importants. Un train, c'est l'équivalent d'une trentaine ou une quarantaine de camions. C'est pas adapté pour des flux très éclatés. C'est adapté pour des flux industriels, pour des flux massifiés. Et donc là, je rejoins mon voisin de droite. On est persuadé qu'il y a des gisements, mais ils ne sont pas forcément partout sur tous les flux. Et il vaut mieux se centrer et se concentrer, et notamment concentrer les moyens sur l'amélioration des infrastructures ferroviaires et fluviales aux endroits qui sont assez nativement massifiés, que sont notamment les ports. Approvisionner les ports ou desservir les ports, quand on voit les ports de conteneurs, là c'est massifié. Voilà, les flux au moins un point A ou B, enfin l'un des deux points, il est important massifié. Donc on est persuadé qu'il faut concentrer l'action sur la logistique multimodale à minima, au niveau départ ou arrivée des ports. Et pas construire des entrepôts dans les champs de betteraves comme on faisait avant en attendant que la rocade arrive et toujours loin du rail. C'est un peu une révolution, ça. On construit ou on va reconstruire là où il y a un nœud de communication. On n'attendra pas que le nœud arrive. Mesdames, messieurs, oui, le micro arrive, il est derrière vous. Attention, voilà, merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, Antoine Beyer, Université de Cergy. Je m'inscris un peu en faux contre l'idée que le ferroviaire est dépassé. Et je pense que, par exemple, pour le Grand Paris... C'est compliqué. Oui. Pour le Grand Paris Express, où on est parti quasiment d'une page blanche, on aurait pu associer les voyageurs au fret, desservir les gares et s'en brancher sur les plateformes logistiques qu'on a vues qui sont plutôt au nord et à l'est. Et je ne sais pas si le coût est rattrapable, mais avec les densifications qu'on nous propose, je pense qu'on était là sur une option tout à fait intéressante. C'est-à-dire mêler les flux voyageurs. Mêler les flux, c'est-à-dire que des gares, avoir des gares de marchandises, de distribution, et de redistribution pour les voyageurs qui peuvent reprendre leur colis. Et malheureusement, ça, à ma connaissance, n'a pas été fait. Réaction. Jonathan Seban, Segaris. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ce qu'a dit Constance, pour le coup, j'y souscris moi pleinement. On dispose, nous, d'un bâtiment qui est embranché fer. Donc on a travaillé justement à imaginer, enfin, pas qu'à imaginer d'ailleurs, à essayer de rendre le plus concret possible une desserte
une arrivée des marchandises par le train. Et effectivement, on s'est heurté de manière extrêmement précise et concrète aux 3 points qu'a exposé Constance. Le premier, je le rappelle, c'est juste que le fer aujourd'hui, il paye l'infrastructure. Vous le savez, hein, c'est les coûts des péages. Ce que ne paye pas la route. Donc vous commencez avec déjà un coût supplémentaire. Ce coût supplémentaire, il est rendu encore plus important par le simple fait que pour que le train soit rentable, c'est que pour que vous amortissiez les coûts fixes, il faut que vous puissiez avoir au moins 600 mètres. Sauf que quand vous avez 600 mètres de train et que vous arrivez dans une agglomération, de fait, il faut que vous coupiez les trains quand vous arrivez ensuite sur le bâtiment logistique. Et ça, vous rajoutez encore des coûts d'exploitation. Bref, vous avez un différentiel aujourd'hui de coûts qu'il n'est pas si simple que ça de réduire. Deuxièmement, on l'a dit, il y a la saturation des sillons. Et enfin, troisièmement, que ce soit, je dirais, justifié ou non, il y a aujourd'hui une forme de déficit de confiance dans l'outil ferroviaire, lié au fait que la logistique s'est construite de plus en plus aujourd'hui sur un sujet de ponctualité, d'accessibilité. C'est minuté, hein, vous l'imaginez bien, aujourd'hui, un circuit logistique. Et à l'inverse, la perception qu'en ont aujourd'hui les professionnels, c'est que en passant par le ferroviaire, ils n'auront pas cette garantie-là. Ce qui pousse à quoi? Ce qui pousse à imaginer des formes d'assurance en passant par la route, et donc vous augmentez encore les coûts. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à une équation qui est une équation totalement impossible. Pour autant, et c'est là où moi je vous rejoins, c'est qu'une gare n'a jamais fait arriver un train, mais s'il n'y a pas de gare, il n'y aura jamais de train. Or en réalité, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que l'augmentation des loyers, j'y reviens tout à l'heure, pour peu qu'à un moment donné, on utilise intelligemment finalement le surcroît d'investissement qu'il autorise, il peut permettre de financer des investissements multimodaux sans pour autant avoir déraisonnablement recours à des subventions publiques. Donc ça veut dire qu'on est peut-être aujourd'hui en capacité de pouvoir remailler le territoire par des sites qui sont des sites embranchés, mais qui ne sont pas embranchés avec simplement un quai, qui sont aussi embranchés en étant couverts pour réduire les nuisances sonores, notamment pour les habitations qui sont juste à côté, qui répondent à des besoins d'exploitation, savoir si on est à quai ou alors si on est à plat. Bref, je ne rentre pas dans ce détail-là. En tout cas, on est convaincu, chez Sogaris, qu'on a la possibilité aujourd'hui de venir financer en dedans ce type d'infrastructure. Et donc, de fait, oui, il faut aujourd'hui penser l'avenir et se dire qu'à moyen terme ou à long terme, ce que j'évoquais tout à l'heure, sans doute que la multimodalité ferroviaire redeviendra, je dirais, intéressante sur le plan économique, sur le plan fonctionnel, sur le plan, j'espère, en tout cas environnemental avec la mise en place des ZFE, et sera un vrai levier pour l'approvisionnement des marchandises en ville. Ce que vous indiquez sur la problématique du Grand Paris Express, je dirais que c'est une problématique qui dépasse, à mon sens en tout cas, la simple responsabilité des acteurs de la logistique. C'est que dès lors qu'à un moment donné, on décide d'infrastructures structurantes comme celle-ci, est-ce qu'on ne doit pas penser dès le début la multiplicité des usages? Ça n'a pas été fait. Je ne suis pas certain pour le coup que le coût soit rattrapable. Voilà, c'est mon humble avis. La question, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est néanmoins de pouvoir continuer aujourd'hui à imaginer, à mailler en fait le territoire par des infrastructures qui vont être nouvellement multimodales. Merci. Est-ce que je prends encore une question? Oui, alors une petite dernière. Bon, alors je laisse le mot de la fin à Diana Dizien et Ronan Sevette. C'est vous, dans mon temps de parole que je calcule dans ma tête, c'est vous qui avez le moins parlé. Donc je rétablis l'équilibre. Mais si. Diana et ensuite Ronan. Pour finir, il y aurait plein de choses à dire, mais quand même, je finirai sur le travail public-privé que Constance a déjà évoqué. Donc, nous, à Philog, association depuis 20 ans des gens de l'immobilier logistique, on essaye de créer concrètement cet espace de parole et d'action aussi, avec une charte d'engagement réciproque que nous avons signée avec les représentants du gouvernement, avec plusieurs ministres. Et c'est un travail qui va se poursuivre. Et c'est un travail qui a évidemment des objectifs techniques. On a des engagements de part et d'autre. Mais peut-être que le plus important, c'est de perpétuer la confiance qui s'est créée ces dernières années et dont Afilog est modestement un vecteur. Oui, on n'a pas eu le temps de parler de la charte et votre charte va loin, même en termes de biodiversité. Ce qui me plaît beaucoup. Et en échange, vous demandez à ce que les délais d'instruction des dossiers soient le plus court possible. En gros, hein, c'est du donnant-donnant avec l'État. Oui, c'est du donnant-donnant. On a des exigences, on met des choses sur la table, mais c'est important qu'on ait des exigences des deux côtés et qu'on fasse des points réguliers et que tout ça soit suivi de manière scientifique, que ce soit sur les délais. On demande effectivement une maîtrise des délais, on demande un accès privilégié aux friches.
mais en même temps, on prend des engagements concrets sur la sobriété foncière, sur l'utilisation de ces friches, plutôt que d'aller consommer de la terre agricole. On prend des engagements sur la neutralité carbone des bâtiments. En fait, on est en train de construire un nouveau standard du bâtiment logistique de demain. Et ben voilà, Ronan Cévette. Quel honneur, merci beaucoup. Deux dernières pensées, multimodalité, bonne gouvernance. On ne pourra pas, dans les années à venir, faire évacuer les flux. Je rappelle que 80% des produits manufacturés viennent de la mer, passent donc par les ports et les corridors logistiques. On ne pourra pas irriguer nos territoires si nous ne parlons pas de multimodalité, si on ne développe pas les outils, si on n'investit pas dans les infrastructures, qu'elles soient ferroviaires. C'est une partie. Alors effectivement, il y a encore des freins à faire sauter, mais il faut garder ça en tête. Et le fluvial, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, l'autre point, c'est la bonne gouvernance. Et je souscris exactement à ce qui a été dit tout à l'heure par Diana. Je ne comprends pas pourquoi les acteurs privés ne sont pas entendus. Et les bonnes décisions seraient évidemment prises si l'ensemble des acteurs concernés étaient autour de la table au départ du coup pour pouvoir prendre ou rédiger les feuilles de route et les bonnes stratégies de développement, qu'elles soient logistiques, ferroviaires, portuaires et en tout cas tous les centres d'intérêt dont on a parlé ce matin. C'est pas à ça que ça sert, les conférences régionales logistiques, justement? Finalement, c'est vous qui aurez le mot de la fin. C'est l'objectif. Mais pour l'instant, on en a eu une en Bourgogne-Franche-Comté et une en Île-de-France. Les autres, ce sera après la période de réserve. Donc plutôt cet été et à l'automne. Mais sachant que la conférence, c'est le début d'un travail, mais c'est quelque chose qui doit se poursuivre sur la durée. C'est pas en une réunion de 2 heures qu'on arrive à régler tous nos difficultés qui sont objectivement complexes. Voilà. Et ben voilà, merci mesdames, messieurs. Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour le débat fluvial avec notamment Ronan Cévette.